10 puissance 4. Tout ça parce que ça revient à dire que l'homme n'a pas le droit de faire une infection urinaire. Alors, si on retrouve une colonie parmi les entérobactéries, l'entérocoque, pseudomonas, le staphylocoque aureus, corynebacterium euryalticum, on la prend, cette bactérie, on l'identifie, on lui fait un test de sensibilité aux antibiotiques, c'est-à-dire l'antibiogramme. Pour la femme, il faudra un peu plus UFC par millilitre. D'accord? Pour le groupe 3, là, on va retrouver le Streptococcus agalacti, c'est-à-dire du groupe B, le staphylocoque coagulase négatif, l'acinetobactère, Stenotrophomonas maltophilia et d'autres pseudomonacées. Ce sont des BGN, Stenotrophomonas maltophilia et pseudomonacées, ce sont des BGN non fermentaires, des bacilles gram négatifs non fermentaires. Et ici, le seuil requis, c'est supérieur ou égal à 10 puissance 5, c'est-à-dire plus de 100 bactéries. Moins de ça, on ne prend pas, on prend pas en compte ces germes, c'est-à-dire les germes du groupe 3. Alors, il y a encore un autre groupe, c'est le groupe 4. Parmi eux, nous avons les lactobacilles, streptocoque alpha hémolytique. Tout à l'heure, c'était le bêta hémolytique et c'était le streptocoque agalacti. Et Gardnerella vaginalis, bifidobacterium, d'autres, les corynebacterium autres que Corynebacterium euryalticum qui était dans le groupe 2. Donc là, dans le groupe 4, on retrouve d'autres corynebacterium. Ce sont des bacilles gram plus positifs et qui donnent à l'examen direct des bactéries, des bacilles en lettres ou en lettres chinoises plutôt. Et ces derniers, s'ils sont associés à des cellules épithéliales, eh ben, il s'agit d'une contamination. Si par contre ils sont isolés seuls, on les retrouve seuls à l'examen direct, eh ben, on peut les signaler et les prendre en compte, mais il faut que leur numération à l'examen, c'est-à-dire à la culture, dépasse les 100 UFC par millilitre. Alors, certaines espèces, comme le lactobacillus, le lactobacillus delbrueckii, il est incriminé chez la femme âgée, et toujours, si on le retrouve, bien sûr, si vous faites une identification, vous voyez un bacille gram plus chez une femme âgée, et si vous voyez que l'identification, bien sûr, vous a donné eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez dire il y a infection, vous identifiez. Recording stopped. Recording in progress. C'est bon, le groupe 5. Attendez, je reviens en arrière. Voilà, donc on disait que pour ce groupe 4, il faut une numération plus de 100, et on dira plus de 100, ça équivaut à 10 puissance 5. On va voir la liaison, c'est-à-dire la relation entre 100, comment qu'on a obtenu les 10 puissance 5, les 10 puissance 3, ça va venir dans les slides suivantes. Alors, s'il s'agit d'une colonisation, c'est-à-dire on retrouve un neuropathogène, il n'y a pas de symptômes. S'il s'agit des bactéries du groupe 3 et 4, les groupes 3 c'est celui-là et le groupe 4 celui-là, eh ben, et s'il s'agit d'uropathogènes émergents, c'est-à-dire c'est la slide suivante, il
faudra, le seuil de numération requis, il est supérieur à 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 colonies à la culture. La culture, ça sera sur gélose nutritive. Voilà. Alors, les uropathogènes émergents, maintenant, avec les méthodes d'identification qui sont de plus en plus performantes, performantes, eh ben, on peut mettre en évidence bactéries, notamment Escherichia coli, et les entérocoques. On a dit les entérocoques, ce sont des coccygrammes positifs qui sont retirés de l'entité streptocoque et maintenant ils forment une entité à part puisqu'ils poussent pas sur, ils sont pas exigeants, ils poussent sur milieu usuel et ils poussent même sur des milieux hyper salés. Alors ces uropathogènes, on va les retrouver chez les sujets âgés, mais on peut aussi les retrouver chez les jeunes enfants. Alors, ces uropathogènes, lesquels c'est, nous avons, vous n'allez peut-être pas pouvoir les identifier, mais il faut le savoir qu'ils existent et qu'il faut soit un séquençage, soit une spectrométrie de masse. Donc, on va pas vous demander de les connaître ou de les apprendre ou de les mettre en évidence. Par contre, on va vous demander de les connaître, de savoir qu'il y a certains uropathogènes qui sont en train d'émerger. Et bien sûr, ça évolue. Nous, on évolue et même les bactéries évoluent en même temps que nous. Et donc là, nous avons l'Aerococcus uriné, c'est un coccygramme positif. Il y a l'Aerococcus sanguinicola, il y a l'Actinotignum shiley, c'est un bacille-gramme positif, et on a Alloscardovia omnicolens. Moi-même, je les ai pas en tête, hein, sachez-le, mais il faut les connaître. Et cela, pour ces uropathogènes, c'est-à-dire pour cette catégorie 5, eh ben, il faudra des méthodes sophistiquées pour les mettre en évidence. Il ne vous est pas demandé de les pouvoir mettre, de les identifier ou de les mettre en évidence. Ça, c'est le groupe uropathogènes émergents. Ils sont souvent associés, retenez qu'ils sont associés à la flore fécale, E. coli, entérocoque, chez les sujets âgés et parfois chez le jeune enfant. Et il faudra des méthodes spécialisées. Donc là, on a un petit tableau qui résume tous les germes cités, les groupes cités, et à côté nous avons la numération. Pour le groupe 1, c'est une colle en considération. Le groupe 2, c'est une colle pour l'homme, 10 puissance 4 pour la femme. Et on va voir comment, c'est quoi le 10 puissance 3, c'est quoi le 10 puissance 4. Ne vous inquiétez pas. Et puis, pour le groupe 3, il faut 100 bactéries, c'est-à-dire 10 puissance 5. Par contre, pour le groupe 4, il n'y a pas de seuil. Et dès qu'on les retrouve, on doit les mettre en évidence. Oui, encore. Oui, oui. Je n'ai pas vu. Donc, dans cette première partie, on va, avant de donner la parole à ma chère collègue, professeur Ben Amrouche, je finis par un petit mot sur les tests de dépistage rapide, c'est-à-dire la bandelette urinaire que l'on a tous dans nos laboratoires. Je suppose que vous l'avez, et c'est les bandelettes qui nous servent à faire la chimie des urines. Et parfois, on est amené à faire, certains laboratoires commencent, même dans les pays européens, commencent par une bandelette urinaire, ça vous devez le savoir. Pourquoi? C'est pour donner une réponse rapide, pour écarter une infection urinaire, notamment si on est en face d'une femme. Et je vais vous expliquer. Alors, réduction de la charge de travail des techniciens, c'est-à-dire que des fois c'est évident qu'il n'y a pas d'infection urinaire, c'est pas la peine d'aller faire un ECBU, et des fois on est parfois amené dans des cas d'urgence
par exemple, une pyélonéphrite sévère chez une femme enceinte, c'est un cas urgent. Pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection du rein chez la femme enceinte qui est sévère. On peut être amené à donner un traitement probabiliste, c'est-à-dire à suggérer un traitement. Et bien sûr, ce traitement, il va être réadapté avec le CBU et le test de sensibilité aux antibiotiques, c'est-à-dire un antibiogramme. Les bandelettes, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Ces bandelettes, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles vont nous renseigner sur la leucocyturie, c'est-à-dire ils contiennent une enzyme, la leucocyte estérase, et donc cette dernière va nous renseigner sur la présence des leucocytes. Et là, à chaque fois, il faudra le savoir que quand on a une infection urinaire, généralement, on a des bactéries au début, puis il va y avoir une infection, une réaction, inflammatoire, et qui va être traduite par la présence de leucocytes au niveau des urines. Le seuil de détection est d'environ 10 leucocytes par millimètre cube. Donc, à côté de la leucocyte estérase, c'est-à-dire l'enzyme qui se retrouve dans cette bandelette, on a aussi la nitrate réductase qui se retrouve, et cette dernière, elle va nous mettre en évidence les bactéries qui sont nitrate réductase positives, c'est-à-dire qui ont dans leur bagage cette enzyme, la nitrate réductase, qui transforme les nitrites en nitrate, et dans ce cas-là, on dit que cette bactérie, elle est nitrate réductase positive. Mais donc il y a des limites à la bandelette urinaire. Il faut savoir que toutes les bactéries n'ont pas cette nitrate réductase, cette enzyme qui transforme les nitrites en nitrate, et on dira bactéries nitrate réductase négative, comme les entérocoques, les staphylocoques et les pseudomonas. Ils ne sont pas nitrate réductase positive. Alors, donc, elle nous renseigne sur les leucocytes et sur la présence des bactéries. Alors, certaines indications. La bandelette urinaire, elle doit être faite sur des urines fraîchement. Vous voyez la bandelette, la boîte dont je parlais, vous faites avec la chimie des surtout pour les diabétiques, quand elle nous renseigne sur le taux de glucose dans les urines. Je vous ai dit tout à l'heure que l'urine d'un sujet sain, elle est stérile. Hein. Il n'y a pas de bactéries normalement. Tout l'appareil urinaire, il est stérile, sauf les derniers millimètres de l'urètre, et on va voir ceci tout à l'heure, je vais vous rappeler. Donc l'urine doit être fraîchement émise, hein, c'est pas une urine qui a séjourné pendant longtemps ou celle de la veille, c'est une urine fraîchement émise, même pour la chimie des urines, c'est la même chose. Le sujet, il peut être asymptomatique, comme par exemple la femme enceinte, on peut lui faire une bandelette urinaire, et les infections urinaires non compliquées. Donc, le cas, et puis aussi, quand je dis non compliqué, j'élimine l'homme. Vous avez compris que l'infection urinaire, elle est compliquée chez l'homme. Déjà d'emblée, l'homme, il n'est pas dans cette catégorie. Il y a la femme enceinte où j'ai parlé, j'ai dit tout à l'heure, c'était une infection urinaire compliquée, mais quand elle est asymptomatique, on peut lui faire une bandelette urinaire. Donc, chez la femme symptomatique, et c'est là où réside, si vous voulez, la rapidité de la réponse, notre réponse au niveau du laboratoire, si on est amené à faire un ECBU, et ben la femme, quand elle est symptomatique, eh ben, si on ne retrouve pas, donc si la bandelette urinaire, elle est négative, c'est-à-dire il n'y a pas d'urine, il n'y a pas de bactéries, eh ben, dans ce cas-là, on ne passe pas à l'ECBU. Donc, là, parce que là, on dit qu'elle a une valeur prédictive négative supérieure à 95%. C'est-à-dire que si elle est la bandelette urinaire, il n'y a pas de bactériurie, il n'y a pas de leucocyte, leucocyturie, et donc, pour nous, c'est négatif à 95%, et donc on ne passe pas à l'ECBU. Par contre, chez l'homme, s'il est symptomatique, l'homme, et que la bandelette urinaire, elle est négative, c'est-à-dire ni leucocyte, ni germe, eh ben, dans ce cas-là,
on n'a pas le droit de dire que c'est négatif, on passe quand même à l'ECBU. Et donc, elle n'est pas indiquée dans les infections urinaires compliquées, comme l'AMP par exemple, les urines obtenues par les méthodes invasives, c'est-à-dire que là, on a le droit de faire une bandelette urinaire quand la personne urine normalement, c'est-à-dire elle va à la miction normalement. Par contre, un patient qui urine par les méthodes invasives et on va chercher les urines, notamment un patient sans dé, eh bien, là, on n'a pas le droit de faire une bandelette urinaire. Et il faut savoir qu'une bandelette urinaire n'est pas une méthode de diagnostic, mais c'est surtout, et elle ne peut en aucun cas remplacer le CBU, mais c'est juste une méthode préventive. Et je donne la parole tout de suite à ma collègue professeur Benamouche. Voilà. On voit un peu les questions. Oui, si vous voulez qu'on voit les questions. Rentrez Où ça? Clique. Là. Oui. On va défiler. Là. Défiler. Et tu vois, est-ce que là, on va voir les questions. Vous savez, il y a des questions. Ça, c'est les bandelettes, depuis longtemps. Oui, Malheureusement. ça dépend de l'endroit. Oui. Lecture de bandelettes urinaires chez la femme avec saignement. Voilà, les uropathogènes émergents. Émergents, très bien. Oui, c'est tout ce qu'il y a. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Vous pouvez poster vos questions via le chat. Toutes les professeurs. On nous a. Il a demandé le groupe 5, c'est ça? Le groupe 5, très bien. Donc, pour la femme enceinte, pour la bandelette urinaire, si bien sûr elle est en saignement et que ces saignements vont fausser, on ne fait pas de bandelette urinaire. Pardon. Oui, à l'ECBU, hein, et puis on lui demandera de faire, vous savez que pour faire un ECBU, il faudra faire une bonne toilette. Donc, pour un moment, ça nous permettra, c'est-à-dire on évitera les saignements. Vous savez que pour faire, on va voir tout à l'heure la méthode de prélèvement, puisqu'elle est à la base de l'ECBU, de l'examen cytobactériologique des urines. Oui. Et donc, pour pouvoir procéder au prélèvement d'urine, et donc ceci va éviter au moins périodiquement pour un moment les saignements. Voilà. Pour ce qui est du groupe émergent, c'est ce que on nous demande. Eh ben, on va défiler un petit peu les non, je peux pas défiler. Il faut juste cliquer. Oui, oui. Voilà, et tu les voilà. Le groupe 5, on nous a demandé le groupe 5, ce qu'ils voient, il n'y a pas... Donc, le groupe 5, voilà, je répète pour le groupe 5, c'est un groupe 5 émergent. Je vous ai dit, ce groupe 5, on ne vous demande pas de les identifier parce que moi-même, je n'ai pas les moyens pour le faire. Hein, donc, Recording in progress. On va revenir en arrière. Là. Ah, il n'y a pas de son?
Tous les sites. Oui, d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'identification Malditov. Le Malditov, c'est spectrométrie de masse ou bien par un séquençage, c'est écrit ici. Et donc, ces derniers, ils sont souvent associés à la flore fécale. Escherichia coli et les entérocoques. Escherichia coli et les entérocoques. Je vous ai dit, les entérocoques, ce sont des cocci Gram plus qui faisaient partie de la famille des streptococcacées. Maintenant, ils forment une entité à part puisqu'ils ne sont pas exigeants comme les streptocoques et ils poussent même ils nécessitent pas, vous avez vu les streptocoques, vous le savez, ils nécessitent du sang pour leur culture. Eh ben, les entérocoques, ils peuvent pousser sur des milieux simples comme la GN, ils peuvent même pousser sur des milieux hyper salés. Donc, pour vous dire qu'ils sont pas exigeants. Et donc, pourquoi E. coli entérocoque? Parce que E. coli et les entérocoques, c'est ce qu'il y a surtout, hein, pas seulement, il y a aussi les anaérobies, mais c'est ce qu'il y a dans notre flore intestinale. D'accord? Et on peut les retrouver surtout, on les retrouve chez les sujets âgés, mais on peut aussi les retrouver chez les jeunes enfants. Et parmi ces derniers, patientez un moment, je vais vous les montrer. Je passe. Voilà, c'est l'aérococcus. Voilà. L'aérococcus, c'est l'aérococcus sanguinicola, actinotignum shaili, c'est Alloscardovia omnicolens. Moi-même, je les ai pas en tête, donc on vous demande pas de pouvoir les identifier parce qu'il faut des méthodes spécialisées, mais que nous n'avons pas. Moi-même, je les ai pas, mais c'est juste pour savoir qu'il y a un groupe 5 émergent et ce groupe 5 pousse sur un milieu au sang, notamment une gélose au sang, gélose au sang frais. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a eu, il y a d'autres? Oui, oui. Alors, professeur, Oui. je vais vous interrompre. Oui, oui. C'est toujours le problème de sang. S'il vous plaît, les gens qui se connectent via un téléphone, s'il vous plaît, le son marche très bien. Activez le son, téléphone dialogue. Alors, Oui. j'ai remarqué qu'on a la participation de plusieurs wilayas. Oui. Un laboratoire d'urgence, Oui. pardon, Hakim Marabé également. Bon, peut-être c'est la personne que vous avez répondu à la question Taha. Vous avez une autre question, professeur? Pour le groupe 1, vous avez dit même une colonie en identifie chez l'homme. Non, pas le groupe 1. Plus les discussions. Voilà, plus, non, non, non. Je reviens sur la, non, ici, je reviens sur la planche. C'est à partir d'une colonie. Pas chez l'homme et la femme. Les deux sexes. Pour le groupe 1, c'est la numération à partir d'une colonie, on identifie. Là, on n'a pas fait la distinction entre l'homme et la femme. La distinction, elle réside dans le deuxième groupe. Regardez le deuxième groupe. Voilà, je voudrais remonter. Attendez, il voit sans le. Oui, voilà, d'accord. Pas remonter. Non, déjà, attends, je leur montre. Voilà. Le groupe 1, je vous ai dit bactéries reconnues pathogènes, même en faible quantité, s'il s'agit de l'Escherichia coli. Et, oui, oui. Et le staphylocoque saprophyticus, c'est-à-dire à partir d'une colonie supérieure il y a une limite entre l'homme et la femme. On va parler des entérobactéries. La diapo, l'entérosa, le staphylocoque urien. Et il y a le entre l'homme et la femme,
Non, chez Recording in l'enfant, on progress. n'utilise pas la bandelette urinaire. Non, non, non. Non, elle n'est pas utilisée chez l'enfant, la bandelette urinaire. Pas du tout. Non. Et là, je pense Oui. qu'il y a une erreur de compréhension. Oui. Je regarde les correspondances. 10 puissance 3, ça correspond à une colonie, pas 10. Je n'ai pas dit 10. Non, non, Oui. ils en mettent. Non, excusez-moi, Voilà. pour la numération, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous faire même deux, et on va voir en détail ce que c'est le 10 puissance 3, ce que c'est le 10 puissance 4, ce que c'est le 10 puissance 5. Je vous ai dit tout à l'heure, on est dans l'introduction, là on insiste sur les étiologies et on va revenir en arrière et même, si vous voulez, on va essayer de vous expliquer la numération en détail. Je sais que en matière d'infection urinaire, la numération est très, très importante. Et donc, ne vous inquiétez pas, ce que c'est une colle, et vous retenez que là, c'est vrai, c'est supérieur ou égal à 10 puissance 3 pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on a dit une colonie pour l'homme, 10 puissance 4 pour la femme. Et on va voir ce que c'est que le 10 puissance 3 et le 10 puissance 4. S'il vous plaît, ne posez pas de questions sur la numération. Le seuil, Oui. c'est qu'on n'a pas donné, Oui, pour... sur les entéropathogènes émergents. Ah oui, on les retrouve là, le groupe 5, on a 4. non, le groupe 5. Le groupe 5, on les prend. Si on les retrouve, on les prend, surtout si on est en face d'un sujet âgé. Le seuil. On n'a pas donné, on les prend. On les prend. Dès qu'on les trouve, on les prend. C'est comme le groupe 4. S'ils sont, il n'y a pas pour le groupe, le groupe 4, on a donné un 10 puissance 5. Mais pour le groupe 4, on les retrouve, et c'est par des techniques, ma foi, spécialisées, le Malditov, et c'est-à-dire la spectrométrie de masse, et le séquençage, on les prend quelle que soit la numération. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le droit. Voilà. Il n'y a pas de seuil pour le groupe. Il n'y a pas de seuil pour le groupe 5. Voilà, pour les uropathogènes émergents. Par contre, le 1, c'est clair, c'est supérieur ou égal à partir d'une colonie. Le groupe 2, il y a la distinction entre l'homme et la femme. Le groupe 3, le groupe... Il y a une autre question. Oui. Voilà, le groupe 3, c'est 10 puissance 5. Le groupe 4, le groupe 4 également, c'est 10 puissance... non, pas le groupe. Voilà, le groupe 4, c'est 10 puissance 5. Idem pour la colonisation. Et le groupe 5, il n'y a pas de seuil. Oui? Il y a une autre question, apparemment, Oui. une personne qui n'a pas compris pourquoi on n'utilise pas la bandelette chez l'enfant. Et une autre question, la femme en période de règles. Mais la question, en période de règles, ça peut fausser. Et pour l'enfant, je vais expliquer, pour l'enfant, on peut avoir, c'est comme le sondé. C'est des personnes qui peuvent avoir, on m'écoute? Voilà. Pour les enfants, ils peuvent avoir une leucocyturie à l'état, c'est-à-dire même s'ils ne font pas une infection urinaire, ils peuvent faire une leucocyturie. Et donc, chez les enfants, ça peut fausser la bandelette urinaire. Pourquoi? Parce que les enfants, ils font beaucoup d'infections, surtout respiratoires et autres. Et donc, il y a souvent une inflammation. De même pour le sondé, là je n'avais pas expliqué pour le sondé. Le sondé, pourquoi? C'est comme enfin pas pareil. Donc on le retrouve, c'est parce il peut y avoir des leucocytes, c'est-à-dire que la leucocyturie va être positive alors qu'il ne fait pas d'infection urinaire. Et donc ça peut être faussé et donc c'est pas pratiqué chez le sondé. Chez le sondé, il est malade. Donc déjà la sonde en elle-même, c'est un facteur de risque d'infection urinaire et donc elle peut elle-même engendrer une inflammation
et augmenter l'inflammation et le taux de polynucléaire neutrophile de blanc. Et également chez l'enfant comme il est sujet aux infections, notamment respiratoires et autres, il peut nous faire il peut avoir une leucose, une augmentation de leucocytes. Voilà. Et ça peut fausser les Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a pas fini. Voilà. Tout ça, la méthode de prélèvement, l'examen macroscopique, microscopique et la culture, même le test de sensibilité aux antibiotiques vont venir. Ne soyez pas pressés, ça va venir en détail. Le staphylocoque blanc, il peut être à l'origine d'infection, oui, bien sûr. Il est, oui, c'est les blancs, bien sûr, oui, oui. Voilà, et staphylocoque. Voilà. Négatif, c'est le blanc, c'est ça. Pardon, je dois insister sur le groupe 1. Hein, le groupe 1, on a donné Staphylococcus saprophyticus. Sachez que Staphylococcus saprophyticus, c'est un staphylocoque blanc, comme vous le dites, c'est-à-dire il y a deux entités dans les staphylocoques. Il y a les staphylocoques coagulases qui ont l'enzyme coagulase positive, comme le Staphylococcus aureus, il est dans le groupe 2, vous pouvez le voir sur la slide, et il y a les coagulases négatives, et tous les staphylocoagulases négatives sont classés dans la partie 3, hein, c'est staphylocoagulases négatives. C'est pas SGN, c'est SCN, pardon pour l'erreur. Et à part le staphylocoque saprophyticus, qui lui aussi est un staphylocoque coagulase négatif, et celui-là, il fait partie du groupe 1, et il est responsable d'infection urinaire chez la jeune fille, la jeune femme. Voilà. Il est incriminé, on doit le prendre, et là, c'est supérieur à partir d'une colonie, on doit le prendre, il fait partie du groupe 1, quel que soit le sexe, femme ou homme. On doit prendre le coli à partir d'une colle et le Staphylococcus saprophyticus également à partir d'une colle. Par contre, les autres staphylocoques coagulases négatifs, ils sont dans le... Clique pour que je revienne en arrière. Ils sont dans le groupe 3. Le Staphylococcus aureus, qui est coagulase positif, c'est-à-dire qu'il possède l'enzyme coagulase et qui va coaguler soit le plasma de lapin au laboratoire, si on est dans un CTS, on peut faire un test de la coagulase à l'aide d'un plasma humain, si on a du sang humain, bien sûr, après contrôle de la poche, bien sûr, contrôle sérologique de la poche de sang, du sang humain s'il n'est pas contrôlé, et on peut prendre le plasma et faire le test de la coagulase avec une souche témoin, c'est-à-dire le Staphylococcus aureus coagulase positif. Hein? Et il peut aussi, si on n'a pas du sang humain, donc on n'a pas de plasma, si on ne se trouve pas dans un CTS, c'est commercialisé le plasma de lapin qui est commercialisé. Il faut l'acheter, voilà, chez d'autres fournisseurs. Voilà. C'est bon. Merci pour ça, pas de son, hein, d'accord. J'espère que tout le monde nous a écoutés. Il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Donc, je pense qu'on passe. Oui, on peut passer. Si vous avez encore d'autres questions sur ne posez pas de questions sur la numération, s'il vous plaît. Ne posez pas de questions sur la numération. On va le voir dans une troisième partie. Voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions.
Moment, il n'y a plus. Et Abna Mrouche, médecin de l'Institut Pasteur d'Algérie. Voilà. C'est ça. Voilà. Très bien. On lève le chat. Je vous remercie pour cette première partie. Je donne la parole à ma collègue. 3, le 10 puissance 4, le 10 puissance 5. Donc, grand N est égal à quoi? Retenez cette formule. Il est égal au petit n. Petit n, c'est le nombre de colonies qu'on a retrouvées sur la boîte 1 et qu'on a compté. Au-delà de 100, on ne va plus compter. Donc, petit n multiplié par l'inverse de la dilution. Retenez, on a fait une première dilution à 10-1, et une deuxième dilution à 10-1, une deuxième donc dilution, ce qui équivaut à une dilution à 10-2. L'inverse l'inverse de la dilution de 10-2, c'est 10 puissance 2, multiplié par l'inverse de l'inoculum. Retenez que sur l'inoculum, sur la boîte, la GN était égale à 0,1 millilitres. Donc, 0,1, 10-1, l'inverse de la dilution, c'est 10. Bactéries, c'est 10. Donc, ce qui nous fait n fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. D'accord? Donc, grand N, et ça va nous donner le grand N que tout à l'heure, on vous donnait 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5. Vous comprenez? Donc, le N, c'est obéit, si vous voulez, à une formule, c'est la formule de Casse. Et donc, si on met, par exemple, 100, le petit n, on a compté sur cette boîte et on a trouvé à peu près 100 colonies. 100 colonies, on remplace le petit n par 100. Donc, ça nous fait déjà 2 zéros. Plus les 3 zéros, ça nous fait une numération à 10 puissance 5. Donc, quand vous le voyez en haut, nombre de colonies, plus 200, c'est 10 puissance 5 bactéries, millilitres. Et ça, c'est une numération positive. Si maintenant on remplace le petit n, si on retrouve ici sur la boîte, la GN, une colonie, on est dans le cas de figure petit n égale à 1. Donc 1 fois 10 puissance 3, 10 puissance 2 fois 10, donc 10 puissance 3, on va se retrouver sur 10 puissance 3 en haut, c'est-à-dire entre 1 et 9 colonies. Et là, avant, on disait, et c'est là que réside l'actualité, avant, on disait numération négative. Et là, non. Si on est dans le groupe 1, c'est-à-dire, voilà, si c'était Escherichia coli, et si c'est un staphylocoque, c'est-à-dire un coagulase moins, et il s'agit pas n'importe lequel, le staphylocoque saprophyticus chez la jeune fille, on doit prendre en considération la bactérie, on l'identifie, on fait le test de sensibilité aux antibiotiques, quel que soit le sexe. Dans le groupe 1, il n'y a pas de différence. Et si c'est une bactérie du groupe 2, on est toujours, s'il y a une colonie entre 1 et 9, une colonie. Chez l'homme, d'accord? Voilà. Chez l'homme, donc, c'est-à-dire, si on est dans le deuxième groupe et si on est face à un homme, eh ben, là, on prend. Avant, on disait 10 puissance 3, c'était une numération négative. Là, c'est là où réside justement l'actualité. Et donc, si on a moins, il faut savoir que l'infection urinaire négative, on a moins d'une colonie, c'est-à-dire ça sera une numération inférieure à 10 puissance 3, inférieure à une colonie. Voilà, c'est clair. Et maintenant, les 10 puissance 4, si on est, par exemple, on a 10 colonies, on remplace le petit n par 10, on a 10 fois 10 puissance 3. Donc, ça équivaut à 10 puissance 4. Avant, on disait numération douteuse, mais maintenant, si on est dans la situation du groupe 2 et face à une femme, vous rappelez-vous, tout à l'heure, on a passé en revue les différentes étiologies, et bien là, on prend en considération et c'est plutôt une numération positive et on identifie
et on fait le test de sensibilité aux antibiotiques. Et c'est là, j'espère que j'ai répondu à vos questions, le 10 puissance 3, le 10 puissance 4, le 10 puissance 5. Le 10 puissance 5, c'est pour le groupe 3 et le groupe 4. D'accord? Donc, si on voit la méthode, c'est-à-dire la formule de Katz, les UFC, c'est-à-dire c'est rendu par UFC. UFC, ça veut dire unité formant colonie. Et donc, on a le nombre de colonies qu'on a ici. Le nombre de colonies, c'est le petit n qu'on a retrouvé sur l'AGN, c'est ça, d'accord, fois le total de la dilution, c'est-à-dire 10 puissance 3, puisque c'est l'inverse de la dilution totale, c'est 10 puissance 2, et l'inverse colonie. Mais avant, c'est là où les négatifs, 10 puissance 4, numération douteuse, et 10 puissance 5, on prenait en considération que la Recording in il faut progress. tout le temps recalibrer cette anse de platine, sinon on a des erreurs. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la lecture, il faut toujours se munir de cet abac, c'est-à-dire cet abac, le 10 puissance 3, c'est un abac de lecture, on dit abac de lecture. Et on a le 10 puissance 3, à peu près, ça correspond à c'est 10 puissance 4, 100 c'est 10 puissance 5, au-delà c'est 10 puissance 6, et s'il y en a beaucoup plus, c'est 10 puissance 7. Il faut savoir qu'on a ici, il y a bien sûr une petite numération, correspondent, vous voyez, je vous ai mis une petite conversion comme élémentaire, donc 10 microlitres correspondent à 10 moins 2. Et donc l'inverse de la dilution ici, c'est 10 puissance 2. Donc une colonie ici, si vous voulez, chaque colonie va correspondre à 10 puissance 2. D'accord? UFC par millilitre, puisque les 10 puissance 2, c'est 0,01 millilitre qui correspond à c'est-à-dire la quantité d'urine qu'on a pris, la quantité d'urine pure qu'on a pris au préalablement, c'est-à-dire qui correspond aux 10 microlitres. Mais vous devez avoir toujours cet abac. C'est facile à télécharger et à avoir tout le temps affiché au niveau de votre laboratoire. Et vous voyez un petit peu le nombre de bactéries. Tiens, j'ai beaucoup, ça excède les 10, ça excède les 100, donc je suis à 10 puissance 7, 10 puissance 6 ou 6. Et puis s'il y a une dizaine, c'est 10 puissance 3 ou 10 puissance 4, voilà. C'est à l'œil nu, vous pouvez un petit peu évaluer votre numération, mais rappelez-vous qu'une colonie correspond à 10 puissance 2 qui correspondent à 10 microlitres. Maintenant, si on a, comme l'a dit professeur Ben Amrouche, si on a fait une ponction suspubienne, c'est-à-dire que l'urine n'est pas passée
passé par, si vous voulez, l'urètre, etc., par la voie normale, mais qu'on a été vers, au niveau abdominal, c'est-à-dire à travers les téguments, et qu'on a ponctionné. C'est ça la ponction suspubienne. Il faut savoir que c'est un acte médical, hein, et on ponctionne. Et si le malade, par exemple, n'arrive pas à uriner, on a une forte présomption d'une infection urinaire, on peut aller, vous savez, c'est pas tout le monde, il y a des malades qui justement n'arrivent pas à uriner, et on peut être amené justement à pratiquer cette ponction suspubienne, et dans ce cas-là, on va prendre 100 microlitres d'urine, bien sûr pure, et notre bactériurie à ce moment-là, ça sera 10 puissance 1. D'où viennent les 10 puissance 1? Rappelez-vous tout à l'heure, tout à l'heure, je vous ai dit 10 microlitres correspondent à 0,01 millilitre. Là, 100 microlitres, si vous faites la conversion, vont correspondre à 0,1 millilitre, puisqu'on a un zéro de plus. Et là, comment dirais-je, l'inverse de la dilution, c'est au lieu de 0,1, c'est-à-dire c'est 10 puissance 1, et c'est de là que viennent les 10 puissance 1, et on va dire, si on retrouve une colonie, correspondra à 10 puissance 1 UFC par millilitre. Donc tout ça, c'est les 10 puissance 3, les 10 puissance, c'est du calcul, hein, et puis c'est l'inverse à chaque fois, ça vient de la dilution, ou là c'est une urine pure, même pour la deuxième méthode, c'est une urine pure, et c'est une simple conversion. Donc, les conditions d'incubation, bien sûr, ici, je n'ai pas dit, je reviens en arrière. Là, l'urine, quand elle est ensemencée, la boîte, si vous voulez, l'AGN, là, l'AGN, elle va aller à être incubée, bien sûr, à être incubée pendant 18 à 24 heures. Et puis le lendemain, on a une numération, c'est-à-dire des colonies qui vont pousser. Donc le résultat, là, on est là J1, c'est J2, c'est-à-dire le deuxième jour, on va voir, après une incubation des boîtes, on va voir le résultat. C'est-à-dire que toute cette numération que vous voyez, le nombre de colonies, on va la voir le lendemain, après incubation. Si c'est une gélose au sang frais, ça sera dans une atmosphère CO2, c'est-à-dire avec la bougie dans la jarre, avec la bougie, qui va absorber l'oxygène qui se retrouve, et donc il va y avoir atmosphère CO2 qui va s'installer. Et pour les autres boîtes, notamment en l'occurrence l'AGN, ça sera l'atmosphère ordinaire dans une étuve ordinaire. Et puis si on retrouve que la bactérie elle est en cause de l'infection, eh ben on va faire une identification. L'identification peut se faire, ça dépend des moyens du laboratoire. On peut être amené à faire une galerie classique. On peut faire une galerie biochimique à API 20E, ou si on suspecte un streptocoque, ça sera une API streptocoque. Ça dépend des moyens. Ou bien d'autres laboratoires qui en sont munis d'automates. Ils peuvent faire l'identification et le test de sensibilité par justement ces automates. Et puis par la suite, on va terminer par un antibiogramme qui va permettre de tester la sensibilité de la bactérie isolée aux antibiotiques. On choisira bien sûr c'est pas n'importe quel antibiotique, qui sont pas choisis de façon aléatoire, mais on va surtout utiliser les antibiotiques qui ont une bonne élimination urinaire, en particulier les quinolones, les nitrofuranes, les sulfamides, les aminosides, la colistine et les bêta-lactamines en dernier, pourquoi pas, les bêta-lactamines. Et puis l'antibiogramme, vas-y, l'antibiogramme. Voilà. Donc, le principe de l'antibiogramme, c'est bien sûr, il obéit aux normes du CLSI, c'est-à-dire du Clinical Laboratory Standards Institute, c'est-à-dire c'est une méthode américaine. On doit avoir, ça se fait sur milieu MH, milieu Hinton. Il faut qu'on ait à peu près 4000
d'épaisseur de MH, de la gélose, et l'inoculum, il doit être mesuré par un densitomètre pour certains, il doit être à 0,5 McFarland, et puis l'ensemencement doit se faire par distri serré, par écouvillonnage, en tournant la boîte de 60 degrés 3 fois, et par la suite, on doit tout de suite, avant que la boîte ne sèche, on doit utiliser, comment dirais-je, appliquer les antibiotiques à l'aide de l'applicateur, et il faut toujours… Oui. Un défaut, c'est La pince, voilà. Sinon, à la pince, vous avez des petites pinces. Bien sûr, il faut la flamber avant d'utiliser, de prendre on l'a fait nous-mêmes, on a été en manque d'applicateurs et on a appliqué à la pince. Des fois, il y a des laboratoires qui ne sont pas, même ici au centre, on n'a pas forcément, mais on peut travailler quand même avec les moyens de bord. Chose que j'ai pas dit, il faudra toujours une souche témoin, une souche ATCC, toujours une souche ATCC, c'est-à-dire une souche témoin selon la bactérie étudiée. Si c'est une bactérie étudiée, on prendra la souche témoin au colis. Si c'est un pseudomonas, il y a une souche témoin, bien sûr. Il faut les avoir, ces souches témoins. Et le lendemain, après incubation, pendant 24 à 48 heures, ça dépend de l'espèce, l'exigence de l'espèce, on peut mesurer les diamètres, soit à une simple règle, on n'est pas obligé, moi-même je n'ai pas le pied à coulisse, ou avec le pied à coulisse, on peut mesurer les diamètres et voir si cette souche, elle est sensible, intermédiaire ou résistante. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Voilà, je voulais vous montrer quelques photos. Vous voyez là, c'est à droite, en haut à droite, c'est le milieu Chapman. Le milieu Chapman. Le milieu Chapman, il contient du mannitol, l'indicateur c'est les pectones, n'est-ce pas? Et puis c'est aussi le mannitol, le sucre mannitol. Et quand il y a par exemple un staphylocoque aureus et même un staphylocoque saprophyticus qui utilise le mannitol, il y a virage du milieu du rouge vers le jaune. Nous avons en bas à gauche, tout à fait en bas à gauche, nous avons le milieu ectoène et là vous voyez que les colonies sont restées vertes et donc là on dit c'est des colonies lactose négatives. On a des colonies à côté sur le même milieu ectoène et vous voyez elles ont pris une coloration jaune et là c'est des colonies lactose positives, c'est-à-dire qu'elles dégradent, elles utilisent le lactose, elles fermentent le lactose et à chaque fois qu'un sucre est utilisé, il y a un acide qui est produit qui, lui, va faire virer le milieu, c'est-à-dire il y a le pH, c'est une question de pH, c'est ça. Et le pH va faire virer le milieu, par exemple du vert au jaune, ou alors du rouge tout à l'heure pour le Chapman au jaune. Et là, vous voyez un ectoène avec des colonies lactose positives. Là, ça peut correspondre à un le colis qui est un lactose positif, ou bien lactose négatif. On peut avoir Shigella, par exemple, qui est. Et là, on peut avoir aussi le milieu de bleu bromocrésol, qui lui, qui est violet. Et c'est un milieu, non, c'est pas un milieu sélectif, mais qui va virer. Le milieu va être viré si toujours il contient du lactose, si la bactérie contient, si elle est lactose, c'est-à-dire qu'elle utilise et qu'elle fermente et donc il y a acidification du pH. Il va virer du violet vers le jaune. Ça, c'était pour vous dire en haut à gauche, nous avons des colonies de Staphylococcus aureus qui, vous voyez, je ne sais pas si c'est visible, qui est hémolytique, voilà, surgélose au sang. Voilà. Et je redonne la parole pour conclure à ma collègue professeur Benamouche. Voilà. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir. Oui. Alors moi, la numération, est-ce que les tests rapides de grande détermination sont fiables à 100%?
Non, ils sont pas fiables, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est un test de dépistage. Négatif. Voilà. Elles sont fiables. Voilà. Quand elles sont négatives chez une femme, on ne passe pas à le CBU parce qu'ils ont, j'ai dit, une valeur prédictive négative. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin à 95%. Voilà, c'est négatif, c'est vraiment négatif à 95%. Mais chez l'homme, même si elle est négative, je vous ai dit, il n'a pas le droit de faire une infection urinaire, donc on doit passer par un ECBU, même si elle est négative. Mais chez une femme, comment? Et tous les positifs, on doit les faire en ECBU. Oui, bien sûr. Les positifs, si elle est positive, on passe à un ECBU. C'est pour un gain de temps, mais ça reste une technique de dépistage qui en aucun cas ne peut remplacer le CBU, c'est-à-dire l'examen cytobactériologique des urines. Donc, si vous avez des questions sur la numération, j'espère que j'ai été claire. Alors, désolé, il a dit désolé. Qu'est-ce qui peut fausser un ECBU? Le prélèvement, qu'est-ce qui peut fausser, c'est surtout la toilette. La toilette, c'est très, très, très important, la toilette. Parce que on pense, d'abord, on pense que le prélèvement d'urine, c'est un prélèvement facile à faire. Non, c'est un prélèvement difficile. Et je peux vous dire que quelqu'un qui a des brûlures mictionnelles et qui doit se lever très tôt le matin, surtout s'il fait froid, et qui doit faire une désinfection, c'est-à-dire une bonne toilette, soit à l'eau savonneuse, soit au daquin, oui, c'est-à-dire daquin, il compense un antiseptique qui contient de l'eau de javel, bien sûr, diluée, même l'eau savonneuse, c'est bon. Et puis, il doit encore éliminer, c'est-à-dire patienter, garder encore ses urines et éliminer le premier jet. Pour, bien sûr, le premier jet, vous l'a dit, professeur Benamrouche, il est fait pour chasser toutes les souillures des derniers millimètres de l'urètre, d'accord? Et c'est pour ça qu'on prend le deuxième jet, c'est pour être sûr qu'on a pris les urines qui ont séjourné, effectivement, qui viennent de la vessie, Et donc, c'est surtout ça. Et puis, le temps, si on tarde à l'acheminement. Donc, il y a 3 impératifs. D'abord, le prélèvement, il doit être très bien fait. Ne pas toucher le tube, ne pas le souiller, si vous voulez, ne pas toucher la peau, le périnée, avec le périnée ou avec la main. Donc, ça, c'est important. Donc, éviter les souillures. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, la toilette, les souillures. Et puis, il y a encore, voilà, c'est ça, c'est le prélèvement. Et puis, l'acheminement, d'abord. L'acheminement, il doit être rapide, voilà. Sinon, et puis, bon, il y a des erreurs aussi qu'on voit au niveau de la paillasse. Et qu'est-ce qu'ils font, les techniciens ou les laborantins? Ils laissent, si vous voulez, le plateau des urines, puisque il y en a toujours, il y en a des masses toujours, il y a la majorité, je vous ai dit, c'est sur la paillasse en attendant de faire autre chose, préparer les milieux ou préparer, c'est-à-dire tous les matériels. Donc ça, c'est une erreur et des fois, ça reste jusqu'à 1 heure à température ambiante sur la paillasse. Là, c'est faux. Il faut les mettre en attendant de vous préparer. Il faut les mettre à +4, c'est-à-dire au réfrigérateur. +4, c'est la température normalement, du réfrigérateur. On a vu des réfrigérateurs à +7, mais normalement, c'est à +4. Voilà. Ça, c'est des impératifs. Je crois qu'on a donné tout à l'heure des impératifs. Elle les a cités, professeur Benamrouche. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Éviter la contamination lors du recueil, éviter de laisser proliférer, ça je viens de le dire, et bien sûr recueillir une urine, ça c'est le prélèvement qui a séjourné au
moins 4 heures. Si le malade vous vient, il vous dit, voilà, je pense que je fais une infection urinaire et qu'il a éliminé les urines, c'est-à-dire qu'il a uriné dès le réveil, eh ben, vous lui dites, restez ici, dans les environs, gardez, c'est-à-dire, il faut pas retarder le malade, et puis il faut pas banaliser aussi certaines situations, il faut toujours prendre le malade, c'est-à-dire l'écouter, voilà, il faut être à l'écoute du malade, et donc vous lui dites, voilà, vous allez ne pas uriner pendant au moins 4 heures, vous allez tourner dans les alentours de l'établissement, et vous revenez, et s'il y a un moyen, on peut lui donner le pot chez nous, il peut, si on a les moyens, il peut faire une petite désinfection, et il y a certains laboratoires qui ont les moyens de le faire, voilà. Sinon, il faut le différer au lendemain, voilà. Notre question, examen microscopique entre l'âme et la main, est-ce qu'on peut centrifuger l'urine d'abord? L'examen microscopique, est-ce qu'il y a nécessité? Non, entre l'âme et la mêle, non. Ça suffit. Non, c'est ça l'urine suffit. totale. C'est l'urine totale, non. Attendez. Oui, ça on l'a dit, la méthode de lance calibrée, elle est plus simple. Oui, elle est plus simple, oui. C'est ce qu'on utilise le plus. Voilà. Quels sont les trois composants? Voilà. Mais pour la méthode à lance calibrée, il faut vous munir de la bac. La bac qui doit être toujours affichée, et il faut le placarder sur le mur ou vous l'avez sur votre paillasse. Il faut toujours se référer à la bac pour pouvoir… Une autre question, on a oui aussi. Est-ce que c'est obligatoire de faire la culture si l'examen macroscopique est négatif? On parle de macroscopique. Il faut qu'il fasse la différence. Microscopique, il veut dire peut-être. Non, il a écrit macroscopique. Il faut qu'il comprenne que non. Macroscopique, il ne joue aucun. Non, c'est une petite orientation pour vous. Et même le microscopique, même le microscopique, vous passez. Et en plus, le malade n'a pas de signe clinique. On ne peut pas se baser sur le macroscopique. Non. Donc, par contre, un examen microscopique négatif, c'est-à-dire, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de leucocytes, voilà. On a le droit de ne pas lancer la culture. Oui. Voilà. Bien sûr, pas chez les personnes où il y a une complication. Voilà, l'homme, il vaut mieux passer chez l'homme si il vous dit qu'il fait une infection urinaire ou s'il pense ou s'il y a une clinique quelconque, c'est-à-dire une présomption, il vaut mieux passer à l'ECBU. Chez la femme, je vous ai dit, la femme enceinte asymptomatique ou bien la femme symptomatique aussi, si elle est négative, on peut faire une bandelette urinaire. Et si la bandelette urinaire, elle est négative, eh ben, ma foi, on peut ne pas passer par un ECBU. Voilà. Quand on a un message, on va essayer de choisir le plus pertinent. Oui. Le calcul de la leucocyturie sur cellule de Malassez. La cellule de Malassez, c'est simple. Oui. Elle est divisée en cadrans. Voilà. Et chaque cadran correspond à 1 mm3. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, on va compter le nombre de leucocytes Absolument. dans le cadran. Et voilà. là, on aura le nombre de… Par millimètre cube. Par millimètre cube. Voilà. Et après, on pourra avoir une idée sur voilà. La leucocyturie. Si elle et il y a un seuil, c'est… voilà. Le seuil normal, c'est moins de 10 puissance 3 éléments par… oui. La méthode de lance calibrée, comment recalibrer l'anse? Oui, ça c'est vrai. C'est une bonne question. Eh ben, on peut la calibrer. Bon, il y a des calibreurs. Effectivement qui sont des fois servis par comment dirais-je, j'aurais dû ramener, qui sont servis par certains laboratoires, mais à défaut de ces calibreurs, c'est-à-dire c'est des calibreurs, on prend vous avez, je ne sais pas si on me voit, vous avez une plaque et sur cette plaque vous avez plusieurs trous et vous prenez votre anse de platine, le trou de l'anse de platine et vous le faites correspondre au trou qui correspond à 10 microlitres.
Mais sinon, bon, moi-même, je n'ai pas cette plaque de calibreur qui sont données quand on va généralement dans les congrès de microbiologie à l'étranger, ben, des fois, ils sont servis. Mais sinon, vous pouvez calculer, c'est-à-dire comparer entre votre goutte, c'est-à-dire ce que votre anse de platine dépose, et une micropipette. Si vous avez une micropipette de 10 microlitres, vous voyez, vous savez, vous connaissez les micropipettes automatiques là à 10 microlitres, vous pouvez carrément utiliser la micropipette à 10 microlitres pour déposer votre urine à 10 microlitres. Voilà. Mais vous pouvez comparer et voir est-ce que votre anse, la quantité que prend votre anse correspond à la micropipette. Oui? Bon, là, on verra pour les prochaines formations. On aimerait avoir une deuxième partie approfondie sur l'identification et l'antibiogramme. Oui. Peut-être que ça suscitera une formation à part, parce que l'antibiogramme, ben, c'est une entité importante. Absolument, Et oui. je pense qu'il est prévu qu'il y aura une formation sur cet aspect-là. Donc, ne vous inquiétez pas. On va essayer de passer. On aimerait avoir une deuxième part. Oui, toujours la même chose. L'examen, oui, Oui. les plus fréquents que vous travaillez au niveau des laboratoires. Oui, on tiendra en compte. On prendra. Mais nous, notre objectif aujourd'hui, c'est que vous compreniez la numération et que vous voyez la différence entre avant et l'actualité maintenant des infections, c'est-à-dire de l'UCBU, de la numération et des germes à prendre en compte. D'accord? C'est ça notre objectif aujourd'hui. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions sur la technique de CAS, il n'y a pas de souci. On est là. Tout à l'heure, vous posiez des questions sur les 10 puissance 2, 10 puissance 3. Une autre question, si on trouve une culture positive avec une numération élevée en levure, quel type d'infection chez la femme ou l'homme? Mais rappelez-vous, je vais remonter. Est-ce que je peux remonter? Remonter? Oui, je ne sais pas. Voilà. Alors, on va remonter. Non, j'arrive pas. Lâche un peu. Voilà, oui. Alors, si vous parlez des levures, les levures, on les a. On a parlé de levures et apparemment, vous vous en êtes pas rendu compte. Et ils étaient parmi le groupe, le groupe 3, là, le groupe 3, les levures. Donc, vous voyez, le groupe 3, les levures, si on les trouve, eh ben, il faudra une numération à 10 puissance à 100, c'est-à-dire 10 puissance 5. Et à ce moment-là, on les prend en considération et on dit qu'il y a présence de levures. Et bien sûr, le clinicien, vous rendez le médecin traitant ou à l'hôpital le clinicien, il va traiter en fonction de ce qu'on en a retrouvé. Voilà, les levures font partie du groupe 3. Donc, ils sont là, cités dans le groupe 3. Vous n'avez peut-être pas fait attention. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. J'ai vu. Ouais. Voilà. C'est quoi une infection décapitée? En fait, une infection décapitée, tout simplement, c'est une personne qui a pris un traitement antibiotique et comme le traitement antibiotique il a agi, donc la bactérie elle a disparu, donc on parle d'infection décapitée. C'est-à-dire quand on fait l'examen, il revient négatif. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'infection, c'est parce que le traitement antibiotique qu'il a donné et la bactérie elle a disparu. Donc c'est ça le terme décapité. Est-ce qu'on mentionne le type de cristaux trouvés dans l'examen cytologique? Ça, c'est pas vraiment important, je pense. Si tu veux non. Mais sachez que des fois, la présence de cristaux peuvent simuler des symptômes, les mêmes symptômes qu'une réelle, authentique infection urinaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des brûlures mictionnelles. Le malade, il nous vient, il nous dit, voilà, j'ai des brûlures mictionnelles, et on analyse son urine, et on retrouve déjà l'urine, quand vous allez la voir macroscopiquement, vous avez un dépôt
au fond, hein, même si vous essayez d'homogénéiser par retournement, vous allez voir que les cristaux vont encore descendre. C'est pas le cas des PN, de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire des blancs. Non, mais les cristaux vont se déposer et vous allez lui dire non, c'est une infection urinaire, absence d'infection urinaire, mais il s'agit de cristaux et vous allez les voir au niveau du microscope. Vous n'êtes pas obligé de dire cristaux d'urate ou cristaux, sauf si vous le voulez, mais vous pouvez signaler la présence de cristaux et vous pouvez lui dire, s'il insiste, vous pouvez lui dire non, vos brûlures mixonnettes sont dues à la présence de cristaux, surtout en période d'été où on consomme beaucoup de fruits, notamment le melon, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont en relation avec le chapitre interprétation. Oui. Donc, on va passer, je pense, Oui, bien sûr. on va passer au chapitre interprétation. Voilà. Et de là, si vous avez d'autres questions, on va les voir au fur et à mesure. Donc, là, je suis où? C'est là. Normalement, je vais voir. Ah oui. Donc, sans tarder, on arrive au chapitre d'interprétation et qui va normalement répondre à pas mal de vos questions. Et juste un peu pour un peu introduire ce chapitre, en fait, comme elle a dit professeur Ferrand, cet PCBU qui est simple, que vous travaillez pratiquement couramment et qui paraît simple, il n'est pas si simple que ça, surtout partie prélèvement, parce que si on ne fait pas un bon prélèvement, on risque de ne pas avoir un bon résultat. Et surtout aussi, son interprétation peut ne pas être facile. Donc, on va voir les comment on fait cette interprétation. Donc, il y a d'abord les seuils que nous avons déjà évoqués. Donc, voilà. D'abord, quand on fait l'interprétation, elle repose sur plusieurs critères. Donc, on va tenir compte. C'est pour ça que les renseignements cliniques sont importants, parce qu'ils vont nous renseigner sur le terrain du patient. Est-ce qu'il a une pathologie sous-jacente? Est-ce qu'il a eu un sondage et d'autres situations? Est-ce qu'il a reçu des antibiotiques? Donc, ces renseignements sont très importants. Est-ce qu'il y a des antécédents de pathologie de l'appareil urinaire? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il a reçu un traitement antibiotique? Et ça, ce sont des informations que des fois manquent. Et ça nous rend de la tâche difficile au niveau du laboratoire quand on travaille dans un laboratoire. Les conditions de réalisation du prélèvement, ça c'est très important. Quel type de prélèvement? Le mode de prélèvement. Donc, il va intervenir. Donc, par exemple, on l'a déjà vu, quand on fait une ponction suspubienne, le seuil significatif, ça va être le 10 puissance 1. Et ça a été expliqué pourquoi c'est le 10 puissance 1. Quand il s'agit d'un sondage, le seuil, ce sera 10 puissance 3 colonies. Et aussi bien pour les groupes de 1 à 3. Alors que pour la première, c'est quel que soit le groupe, parce qu'on va ponctionner directement dans la vessie, qui est totalement stérile. Quand on a un dispositif endo-urinaire avec des signes évocateurs de l'infection urinaire, c'est à partir de 10 puissance 5. Donc, ce qu'il faut savoir, chez le patient sondé, seule la ponction suspubienne, elle est complètement représentative des espèces bactériennes qui sont présentes dans la vessie, parce que le problème du sondé, l'inflammation, elle est courante et donc ça peut un peu fausser l'interprétation de l'ECDU. Cette interprétation, elle va aussi prendre en compte comment le prélèvement il a été transporté et comment il a été conservé. Donc ça influe sur les résultats. Donc par exemple, un transport prolongé ou avec des conditions de température qui n'ont pas été respectées, on aura une prolifération bactérienne et ça va influer sur l'interprétation. À partir de la 3e, 4e heure, il existe une augmentation de la bactériurie entre les urines conservées à température ambiante et les urines placées à plus 4 degrés.
C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'erreur quand on reçoit une urine au laboratoire, automatiquement, il faut la mettre à plus 4 degrés jusqu'à la lancer directement. Et l'idéal, c'est de la lancer directement. D'accord? Et là, la conservation à plus 4 degrés quand ça dépasse 12 heures. Donc, ça va donner une lyse des leucocytes et ça va intervenir dans l'interprétation. Donc, on continue dans l'interprétation. Ça, c'est un paramètre très important à tenir en compte pour interpréter un ECBU, c'est la présence de leucocytes dans les urines. Donc, on a dit, à l'état physiologique, c'est inférieur à 10 puissance 3, mais cette absence de leucocytes dans les urines, elle ne peut pas exclure une infection urinaire, parce qu'on peut être devant un sujet qui est malade et qui a un taux de globules blancs qui sont diminués, on parle de neutropénie, ou un patient, il a un début d'infection urinaire, donc les leucocytes ne sont pas suffisamment élevés. Donc, il a une très bonne valeur prédictive négative, donc c'est-à-dire quand on a une leucocyturie absente, on est pratiquement sûr qu'on est devant une absence d'infection urinaire, sauf cas particulier. Maintenant, pour parler d'infection urinaire, chez des sujets symptomatiques, c'est généralement à partir de 10 puissance 4 par millilitre. Et on l'a dit, on le redit, chez le patient sondé ou chez des malades qui présentent une vessie neurologique, donc cette leucocyturie n'a pas de valeur en elle-même, n'est pas importante. Autre point important, c'est cette interprétation qui doit prendre en compte la bactériurie. Donc la bactériurie, c'est le nombre de bactéries dans les urines. Et celui-là, ça varie, ce seuil, il va varier de l'espèce bactérienne, du sexe et du mode de prélèvement. Donc, généralement, il faut avoir un consensus comment procéder pour ce seuil de bactériurie. Généralement, ce qui est adopté, que le 10 puissance 5, d'une manière générale, il est accepté pour la colonisation, pour les bactéries du groupe 3 et 4, sauf cas particulier, et les uropathogènes émergents. On accepte. Maintenant, cette bactériurie, le seuil de fonction de l'espèce bactérienne, ça on l'a dit. Ce dénombrement, je vais passer parce que ça a été détaillé sur GN. Oui, je vais résumer ce tableau qui a été déjà annoncé. Donc, pour parler d'infection urinaire, il faut voir le type de bactéries que nous avons isolées. Donc, s'il s'agit d'une Escherichia coli ou un Staph saprophyticus, c'est 10 puissance 3 IFC par millilitre. Le deuxième groupe, chez l'homme, on garde le 10 puissance 3. Chez la femme, c'est le 10 puissance 4. Le troisième groupe, c'est 10 puissance 5, quel que soit le sexe. Et les autres bactéries qui sont rares, qui sont souvent des contaminants, il n'y a pas de seuil admis, bien sûr. Ça dépend du contexte, c'est quel que soit le sexe. Les cas particuliers, donc on va voir un petit peu les cas particuliers. Je vais anticiper, juste pour dire que à la fin de cette formation, il y aura des exercices pratiques. Vous allez participer à des cas, on va vous présenter des cas réels, des cas cliniques réels, et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Vous allez participer à ces cas cliniques. Donc, pour les cas particuliers, on a le premier cas, on peut avoir une bactériurie sans leucocyturie. Donc, il n'y a pas de leucocytes, mais on a des bactéries. Ça, c'est le cas de l'infection urinaire débutante. Les urines qui n'ont pas été traitées, rapidement. Chez le neutropénique, l'infection sur terrain particulier immunodéprimé, femme enceinte ou sujet âgé, et la souillure. Le deuxième cas, on peut avoir des leucocytes, mais il n'y a pas de bactéries. Ça, il faut penser à l'infection génitale, une maladie inflammatoire et la tuberculose urogénitale, ainsi que l'infection urinaire décapitée, c'est-à-dire le patient il a reçu un traitement antibiotique qui a donné des résultats. Le troisième cas, c'est la bactériurie
il y a plusieurs bactéries, elle est polymicrobienne, mais la leucocyturie, elle est présente ou absente. Là, on est orienté surtout vers un prélèvement contaminé et on va demander un deuxième prélèvement. Le quatrième cas, on peut être devant une bactériurie monomicrobienne, c'est-à-dire de 10 puissance 5 à 10 puissance 4 à 10 puissance 5, mais avec qui n'atteint pas un seuil classique, mais il y a une infection urinaire réelle avec des leucocytes. Donc, la situation, c'est la prise récente d'antibiotiques, soit il y a une dilution vésicale, soit c'est un temps de stase insuffisant, c'est-à-dire les gens n'ont pas respecté le minimum de 4 heures pour faire le prélèvement. Le cinquième cas, c'est le patient sondé. Chez ce patient, porteur d'une sonde urinaire à demeure, dans les 7 jours précédant l'analyse, il y a infection urinaire devant une bactériurie qui est supérieure à 10 puissance 5, avec au plus 2 bactéries. Et là, on l'avait dit, la leucocyturie n'a pas de valeur chez le patient sondé. Ça, c'est très important à retenir dans ce type d'interprétation. Et voilà, pour conclure, donc cette CBU qui paraît simple dans sa réalisation, dans son traitement, il y a de réelles difficultés d'interprétation si on ne respecte pas les modes de réalisation du prélèvement, c'est-à-dire les conditions de transport, de conservation, si on n'a pas suffisamment de renseignements cliniques, et aussi cette variabilité de seuil par rapport aux bactéries qu'il faut prendre en compte. Ce qui est consensuel, c'est-à-dire tout le monde admet cette notion-là, c'est la leucocyturie, quand elle est supérieure à 10 puissance 4 par millilitre, c'est un signe vraiment important pour dire il y a une infection urinaire. Et voilà, pour les bactéries, il n'y a pas encore de consensus, il y a toujours des travaux, donc on doit voir les différentes avancées dans cette partie-là. Et généralement, ce qui est important, c'est que dans chaque laboratoire, il faut qu'il y ait une démarche locale, comment travailler pour faire cette interprétation. Et normalement, je termine avec cette partie. On va voir un petit peu, comme je l'ai dit, on aura des cas cliniques à discuter ensemble, juste après cette partie. On va voir vos questions. On va essayer de voir est-ce qu'il y a un seuil pour les cellules épithéliales? Eh bien non, il n'y a pas de seuil. Non. Voilà, c'est leur présence, c'est avec leur présence qu'on suspecte Une contamination. une contamination, surtout chez la femme quand il s'agit d'une contamination vaginale. Bon, attendez. Peut-être qu'ils confondent avec les cellules épithéliales au niveau salivaire. Oui, Là, c'est vrai, il y a. ouais. Oui. Quand pouvons-nous prendre 2 types de bactéries? Eh bien, justement, là, les avancées sont dans ce sens. Avant, pour prendre 2 bactéries, on le faisait juste avec le patient sondé. Maintenant, même un patient qui n'est pas sondé, qui fait une infection urinaire, si on a 2 bactéries qui répondent au critères, Il faut dire que c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Voilà, mais ça se voit surtout chez l'enfant. Si on a 2 bactéries qui répondent aux critères, c'est-à-dire au seuil de significativité, on les prend en considération, mais pas plus de 2 bactéries. S'ils sont reconnus comme uropathogènes, avec le seuil, et il faut toujours confronter la biologie à la clinique. D'accord? Il faut toujours confronter. On est en train de voir la diapo. Ah bon? Je sais. Maintenant, Il t'a dit, je la vois pas? oui. Et là, je sais parce qu'on n'a pas. Depuis tout à l'heure. Ouais. Je ne sais pas comment on voit ça. Je ne sais pas comment on règle ça. Ils n'ont pas vu toutes les. Je ne sais pas. Attendez, je vais. Elles sont parties. Là, elles sont là, mais. Les règles. Et voilà, on est là. Mais là, non, ils ne sont pas en train de l'avoir. Donc, ça, c'est pas ça. Bon, désolé, on n'arrive pas à. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Oui, je ne sais pas si. On va essayer de voir avec les différentes questions. Oui, ils ont dit depuis le début. Ah bon? Oui. Oh là là, Ouais. désolé. Désolé, on ne s'est pas rendu compte.
Pour la colonisation, est-ce que c'est obligatoire d'avoir le 10 puissance 5? Eh bien oui, Oui. il faut avoir le 10 puissance Oui, oui. 5. Et on ne traite pas, on ne prend pas en considération forcément, s'il vous plaît. Oui, Et- apparemment, oui, pardon. Je s'entends. c'est la diapo. La Elle n'a diapo, elle n'a n'a pas pas- avancé et là, ils n'ont pas suivi Ils la... nous entendent, mais ils n'avaient Ouais. pas la. Depuis Voilà. le début, hein. Voilà. Moi, je fais dérouler, ça ne déroule pas. Et on ne s'en pas rendu compte. Voilà. Mais en haut, chez eux, ça ne déroule pas. À notre niveau, oui, parce que normalement, ça doit dérouler en haut. Non, pas ici, pardon. Ici. Sur le petit cadran. Oui, là. Normalement, on doit avoir ça doit dérouler. Mais ça ne déroule pas. Je suis à la première page. Voilà. Ça ne déroule pas. Alors maintenant, c'est bon? Mais on essaye de regarder à leur niveau. Ouvrez le petit cadran, s'il vous plaît. Avec le cadran. Non. Voilà. Ça n'apparaît pas. Je ne sais pas comment elle le réglait tout à l'heure. Ah, vous allez refaire le partage. C'est celle-là, oui. Oui, c'est Voilà. Voilà. On essaye de dérouler. Est-ce que ça marche? Mais, voilà. Ah, mon indication, attendez. Mais on n'a pas le cas clinique qui n'apparaît pas. Voilà. C'est-à-dire on a toujours les premières plaques au départ. Et comment on fait? Voilà, c'est bon? Le quatrième suite. Oui. Vous revenez à... Vous êtes en train de partager l'écran pour voir. Ça marche Oui, bon, là, ça marche. Bon, je reviens au chat. Bon, maintenant, même si je pense qu'on peut aborder la partie cas clinique. Ce qu'il faut savoir, ne vous inquiétez pas, la partie interprétation, on va présenter des cas cliniques, ça va reprendre... Sinon, on reprend. Avec les cas cliniques, ça va reprendre l'interprétation. Ou là, sinon, on reprend rapidement l'interprétation? Je ne sais pas. Attends. Vous remontez. Oui. Je vais essayer de reprendre rapidement, Voilà. parce que ça a été Voilà. dit par ma collègue. Voilà. Donc, vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc, je vais essayer de reprendre surtout les cas particuliers. Donc, vous avez le premier cas, on a la bactériurie monomicrobienne, c'est-à-dire un seul type de bactérie, mais il n'y a pas de leucocytes. Cette situation, on va la voir quand il y a un début d'infection urinaire. Donc, les leucocytes, ils vont apparaître après. Soit on a des urines qui n'ont pas été traitées rapidement, donc elles ont traîné à température ambiante, donc les leucocytes ont été altérés. Chez le neutropénique, c'est des patients qui sont malades, qui ont une diminution du taux des globules blancs. Chez une infection sur terrain particulier, comme l'immunodéprimé, la femme enceinte, le sujet âgé, on doit s'attendre à ce type de cas de bactériurie sans leucocyturie. Et bien sûr, quand il y a une souillure, un mauvais recueil ou une mauvaise conservation du prélèvement. Donc, si ça marche? Oui, ça marche. Le deuxième cas, vous avez l'habitude de voir ça, c'est la présence de leucocytes dans les urines, mais il n'y a pas de bactéries. Ça, généralement, on pense à une infection génitale, à une maladie inflammatoire, quand il s'agit d'une tuberculose qui touche l'appareil urogénital ou une infection urinaire décapitée, c'est-à-dire cet patient, il a reçu un traitement antibiotique qui a donné des résultats, donc il a tué la bactérie, donc on ne la voit pas. Le troisième cas, c'est une bactériurie, mais il y a plusieurs types de bactéries. Elle est polymicrobienne, mais soit qu'il y ait présence de leucocytes ou pas. Et généralement, dans cette situation, on pense à un prélèvement contaminé et on doit demander un deuxième prélèvement, on doit insister sur la bonne exécution de ce prélèvement. Le quatrième cas, c'est une bactériurie, donc elle est monomicrobienne, c'est-à-dire qu'il y a un seul type, avec un seuil entre 10 puissance 4 à 10 puissance 5, c'est-à-dire il ne va pas atteindre le seuil de 10 puissance 5, mais ça peut se voir, c'est pour ça que les seuils, ils ont changé,
parce que ça peut se voir dans d'authentiques infections urinaires. Soit c'est une personne qui a pris une prise récente d'antibiotiques, soit il y a une dilution vésicale, soit le temps de stase, il n'a pas été respecté, c'est-à-dire la personne, elle a fait son prélèvement moins de 4 heures de stase. Le cinquième cas, pardon, chez le patient sondé, et généralement chez ce patient-là, si on a une sonde dans les 7 jours précédents, il y a une infection urinaire à partir de 10 puissance 5 et on accepte 2 bactéries au plus. Et on l'a dit, la leucocyturie n'a pas de valeur chez ces patients-là qui sont sondés. Donc voilà, pour résumer, pour l'interprétation. Leur question. Oui, donc ça, je l'avais dit tout à l'heure, elle est liée, il y a des difficultés d'interprétation qu'il faut prendre en compte, ils sont liés au prélèvement, au manque de renseignements cliniques et à la variabilité des seuils de bactériurie. Ce qu'il faut retenir, la cytologie, c'est un bon indicateur, supérieur à 10 puissance 4 par millilitre, on est devant une infection urinaire. Voilà pour la conclusion. Et on va essayer de voir un petit peu vos questions. On va essayer de voir. S'il vous plaît, bactériurie avec leucocyturie faible ou absente. C'est le cas qu'on vient. C'est le cas qu'on vient de discuter. Donc, il peut y avoir, on peut être devant la situation d'un début d'infection urinaire. Ça, c'est par exemple, voilà. C'est ce que j'avais cité. Ça, on ne peut pas redérouler. Si. Voilà, bactériurie, non. Non, le premier cas. Voilà. C'est-à-dire, c'est des malades soit neutropéniques, c'est une infection urinaire débutante, c'est-à-dire que il y a toujours une infection urinaire débutante, il y a toujours d'abord la bactérie, puis il y a la réaction inflammatoire qui est en réponse à la bactérie. Soit c'est des urines qui ont été traitées, c'est-à-dire qui ont séjourné, comme parfois on le fait dans les laboratoires. On a les urines, le plateau qui reste sur la paillasse très longtemps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Les blancs se lisent. Les blancs vont se liser. Ils vont être détruits. Et donc, on va être dans cette situation. Ou bien c'est des neutropéniques, c'est-à-dire qu'ils sont immunodéprimés. Ou alors, parfois, au contraire, dans les premiers cas, c'est une infection urinaire réelle et voilà ce qui s'est passé. Et dans le dernier cas, c'est une souillure. Eh ben non, c'est pas une infection urinaire, c'est juste une contamination. C'est des bactéries qui sont pas à leur place. Voilà. Donc, la présence de cellules rénales, c'est les cylindres. Oui. La présence des cellules rénales, c'est surtout quand il y a une dévithiase, c'est-à-dire des calculs au niveau des reins. Dans cette situation, on peut avoir de grosses cellules. On peut avoir même dans certaines situations néoplasiques. Et ben des fois, on diagnostique une néoplasie, c'est-à-dire un cancer quelconque. Et ben en retrouvant des cellules malignes au niveau des urines et on peut comparer la chose avec la cytologie. On va directement vers la cytologie. On leur demande, tiens, on a trouvé des cellules malignes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont nous confirmer. Souvent, on nous confirme la chose. Donc, ça, c'est en plus des bactéries. On peut trouver effectivement des cellules géantes rénales et des cellules malignes. Donc là, la question, ils ont reposé la question sur la bactériurie sans la leucocyturie. Donc, comme on l'a déjà dit, il faut la prendre en considération. Parce qu'on peut être devant une infection urinaire débutante ou sur thérapie particulière. Il a mis le seuil 10 puissance 3. Oui, ça c'est mais c'est le groupe 1. Il a mis un germe du groupe 1. Du groupe 1. Voilà. Oui. Donc quel que soit le germe, oui. Voilà. Donc il faut respecter les seuils de signification, mais une bactériurie sans leucocyte, on la prend en considération. Ça, parce qu'il y a différents cas où elle peut être impliquée, comme on l'a déjà dit, la femme enceinte, une immunodéprimée ou une infection urinaire. Parfois, il faut juste différer l'analyse, c'est-à-dire vous refaites l'analyse un peu plus tard, 2 heures après, c'est-à-dire vous demandez si vous avez un doute, vous demandez une autre urine 2 heures plus tard, et à ce moment-là, ou un peu plus tard, à ce moment-là, vous pouvez retrouver
les leucocytes. Là, il parle des leucocytes, n'est-ce pas? Oui, Il n'y a pas de leucocytes. Il n'y a pas de leucocytes. Voilà. Leucocytes, à ce moment-là, vous allez avoir peut-être que c'est une infection urinaire ou peut-être c'est un terrain particulier. Voilà, l'essentiel, Voilà. il ne faut pas banaliser, il faut la travailler en Voilà. respectant les seuils. Ou bien vous demandez au technicien s'il a tardé il a gardé ses urines à température ambiante sur la paillasse très longtemps. Et à ce moment-là, les blancs, ils vont se liser. Normalement, je vous ai dit, on vous a dit, il faut que ça soit mis à plus 4, c'est-à-dire au réfrigérateur en moins de 2 heures. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que j'avais vue quelque part par rapport à l'examen microscopique. L'examen microscopique, si vous faites un état frais, tout ce qu'on peut savoir, on peut voir à l'examen microscopique, si la forme de la bactérie, est-ce qu'il s'agit d'un cocci, est-ce qu'il s'agit d'un bacille. C'est tout ce qu'on peut avoir comme information à l'état frais. Maintenant, si vous faites une coloration au bleu de méthylène, elle va vous donner la même chose. On va voir est-ce que c'est un cocci ou est-ce que c'est un bacille. Mais si vous faites un gramme, une coloration de grammes sur l'urine, vous faites un examen microscopique, là, on peut savoir si c'est des cocci à grammes négatifs, si c'est des cocci à grammes positifs, si c'est des bacilles à grammes négatifs ou si c'est des bacilles à grammes positifs. Donc, c'est la seule information qu'on peut avoir grâce à l'examen microscopique. Ça dépend de ce que vous avez. Voilà. Il y a une question qui a été posée. Chez la femme enceinte, Venez réexpliquer le calcul du dénombrement. Là, il a été posé plusieurs fois. Je refais le calcul du dénombrement. Très bien. Donc, on revient en arrière. Oui. Non, elle a une question de présentation. Oui. Tu peux l'expliquer oralement. Je l'explique oralement. Il faudrait. Je vais essayer de faire le partage. Vaut mieux, voilà, ce côté à droite. Voilà. Voilà. Oui. Oui, tu y es. Donc, la cache. ah bon? C'est toujours le même problème. Ça n'avance pas? Non. Ah, si. Si, on y est. Non, on y est. Oui. Donc, le dénombrement, on va reprendre. D'accord? Oui, ça gêne un peu. Sinon, je fais. Tu sais que tu peux travailler normal. Attends. Parce qu'il commence à diminuer maintenant. Ah bon, comment 240. Donc, voilà, on est là, ça c'est la méthode de Cass, d'accord? La méthode de Cass, qu'est-ce qu'on fait? On a une urine pure dans un pot stérile, deuxième jet, etc. Même si c'est le premier jet, c'est la même chose. Donc, on prend 0,1 millilitres, c'est une dilution à 10-1. 0,1 millilitre qu'on dilue dans 9,9 millilitres. Ça, c'est la méthode de Cass, c'est-à-dire la méthode de dilution. Dans de l'eau distillée stérile, d'accord? C'est une dilution à 10-1. Après, on prend de ce tube qui est dilué à 10-1, on prend 0,1 millilitre de cette dilution, on l'étale sur une gélose nutritive généralement, on l'étale avec un râteau ou par ensemencement normal, les cadrans, il n'y a pas de souci. Donc, généralement, on peut l'étaler par un râteau. Donc, au départ, on a 0,1 millilitre, donc 10-1. Après, la deuxième aussi, 10-1, ce qui équivaut à une dilution à 10-2. Pour faire le décompte du nombre de bactéries, bon, l'AGN, elle va aller à l'étude pendant 24 heures, puisque les germes attendus, c'est des entérobactéries qui ne sont pas exigeants et donc l'incubation, c'est à peu près 24 heures. Après, le décompte du nombre de bactéries qui va se trouver sur la gélose nutritive, il va obéir à une formule, c'est la formule de Cass, je vous ai dit. Alors, N, c'est-à-dire le grand N, c'est-à-dire le résultat en 10 puissance 3, 10 puissance 4, c'est-à-dire le résultat en UFC par millilitre, il va être donné par la formule petit n fois 10 puissance 2 fois 10 bactéries par ml. Le petit n correspond
aux bactéries qui se trouvent sur l'AGN. Et donc, si, un exemple, si on retrouve ici 100 colonies, d'accord, on les a comptées 100 colonies, on met le petit n, on le remplace par 100, et on a 100 fois l'inverse de la dilution. Et rappelez-vous, on a eu une dilution à 10-1 et une dilution à 10-2. Donc, le total de la dilution, c'est 10-2 et l'inverse de la dilution, il est donc à 10 puissance 2. Et multiplié encore par l'inverse de l'inoculum, comme je vous ai Recording stopped.
Ah, Très bien, d'accord, très bien. C'est, Donc, je reviens vers la planche. Voilà. Donc, si je multiplie par 100 le 100 par l'inverse de la dilution, c'est-à-dire 10 puissance 2 et 10, donc ce qui équivaut à 100. Donc, 100 fois 10 puissance 3, ça va nous donner 10 puissance 5 et il s'agit d'une numération positive. Maintenant, si je remplace le petit n par 1, c'est-à-dire qu'on a retrouvé une colonie, eh ben, nous allons avoir 10 puissance 3 et avant on disait que c'était une numération négative et maintenant ça dépend dans quelle situation on est. Maintenant, si on est face à un germe, quel que soit le sexe du groupe 1, c'est-à-dire E. coli et Staphylococcus saprophyticus, eh ben, on prendra en compte et on va identifier et faire le test de sensibilité aux antibiotiques. Et si également on est face à un germe du groupe 2 et qu'on est face à un homme, eh ben, on prendra la bactérie, même s'il y a une colonie, c'est-à-dire à 10 puissance 3, alors qu'avant, on disait numération négative. Sachez que l'absence d'infection urinaire, ça sera inférieur à une colonie, c'est-à-dire inférieur à 10 puissance 3. Absence d'infection urinaire, la numération sera absence inférieure à 10 puissance 3. Ça, je ne l'ai pas écrit, je vous le rappelle. Maintenant, si dans un deuxième cas, ou le dernier cas, le petit n correspond, on a 10 colonies. On a 10 colonies sur l'AGN, eh ben, on aura 10 puissance 4 bactéries par mamelle. Avant, on disait que c'était une numération douteuse ou une numération résultat non significatif, il faudra refaire le prélèvement, mais là, on ne dira pas, si on dira pas ça, on dira numération positive si on est face à un germe du deuxième groupe et il s'agit d'une femme. Donc, ça sera numération positive dans ce cas-là et on sera obligé de prendre en considération la bactérie, on va l'identifier et faire un test de sensibilité aux antibiotiques. Voilà. Voilà, j'espère, regarde si c'est bon. On va voir, oui, on va passer au cas clinique si vous voulez, avant de perdre. Voilà, comment on peut décider si on prend ou pas les germes selon le tableau des seuils. Après, on va aller, parce que sinon on va perdre. Comment on prend on prend pas selon le tableau des seuils, avant d'identifier le germe. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ils n'ont pas le germe. Oui. En bas d'article. Non, on identifie et après on décide. Voilà. On identifie le germe. On identifie, dans tous les cas, on identifie. Et on voit si le résultat de l'identification, on va appliquer les seuils. Absolument. On prend en considération ou pas. Et toujours comment dirais-je, en vous aidant par la clinique. Voilà. Et en plus, ils ont donné la réponse. Oui. Dans ce cas, on doit toujours passer par l'identification du germe avant de décider de l'incriminer ou pas. Ah, absolument. Exactement. Vous avez bien compris. Vous avez répondu à la question. Et après, vous voyez la situation. Vous êtes face à un homme, face à une femme et les différents uropathogènes. Donc, les germes ici, on les appelle les uropathogènes parce qu'ils sont pathogènes à l'appareil urinaire, uropathogènes. Je pense qu'on va voir les cas cliniques parce que c'est des cas réels. Oui. Vous allez participer aux solutions et on va en discuter. Donc, voilà. Je pense qu'on va commencer par les cas cliniques qui vont être présentés par le professeur Ferrad. Et on continuera et on souhaite votre participation pour donner les solutions. Voilà. Premier cas clinique, si vous me suivez. Donc, c'est une femme de 33 ans, mariée, mère de 2 enfants, qui se présente depuis 48 heures, depuis 48 heures une pollakiurie, des brûlures mixolènes, une algésus pubienne avec des urines troubles. Son médecin, oui. Je peux juste donner une précision. Oui. La pollakiurie, c'est-à-dire que la personne elle urine de manière répétée, fréquente. Voilà. Une algésus pubienne, c'est-à-dire une douleur au-dessus
on va dire une douleur abdominale basse. Voilà. Ce que vous devez comprendre, vous n'avez pas à comprendre chaque mot, mais seulement vous pouvez en déduire qu'il y a une symptomatologie chez cette personne. C'est juste pour vous dire, on peut vous énumérer 10 choses, mais la signification sera la même, c'est-à-dire qu'il y a une des signes symptomatiques. Voilà, l'urine était trouble à l'examen macroscopique, et puis sans médecin, je ne sais pas, dommage, on n'est pas en interactif, je voulais vous demander, est-ce que vous avez le droit de faire une bandelette urinaire ou pas? Vous pouvez répondre dans le Vous chat. verrez, est-ce qu'on fait une